Tu m'as dit, quand on s'est appelé, je suis mieux équilibrée en Thaïlande qu'en France. Ouais. T'as vraiment cette impression-là? Ah, quand je suis revenue en France, là, c'était compliqué. Ah ouais? Après, c'est aussi le changement de la routine. Eh oui. En fait, pour moi, c'est si tu as une bonne routine, peu importe où tu es, ça va fonctionner. Ok. Que tu sois en camping-car à l'autre bout du monde, dans une maison, que tu habites dans une hutte. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipody, l'épisode de la rentrée. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un appartement à la décoration inspiration asiatique, puisque notre invitée du jour, qui est exceptionnellement de retour en France, n'habite absolument pas la porte à côté. Elle est créatrice de contenu, maman de 2 enfants et surtout elle vit avec un diabète de type 1 depuis presque 30 ans. Alors, en 30 ans, elle en a vécu des aventures, elle a beaucoup voyagé jusqu'à aujourd'hui être expatriée à l'autre bout du monde. Alors, laissez-moi vous présenter Emmeline et apprêtez-vous dans cet épisode à voyager. Dans cet épisode, on s'apprête à traverser les frontières pour rejoindre l'Asie avec Emmeline. Depuis toujours, elle est fan de ce continent et a voyagé dès le plus jeune âge au Japon. Elle vit aujourd'hui dans la lumineuse ville de Chiang Mai en Thaïlande. Elle est créatrice de contenu, mais aussi et surtout maman de 2 enfants. Et évidemment, ça tombe sous le sens puisqu'elle est dans Talkipody, elle est diabétique de type 1 depuis presque 30 ans. Alors pendant longtemps, elle a vécu dans un déni profond de son diabète au point de ne plus se piquer. Un point de bascule invisible, douloureux mais libérateur à la fois, puisqu'aujourd'hui elle nous raconte comment elle a repris le contrôle de son parcours médical. En plus de tout ça, depuis toujours, elle a la bougeotte et elle ne reste pas posée bien longtemps au même endroit. Lyon, Bordeaux, une vie en van jusqu'à récemment expatriée en Thaïlande. Elle nous raconte donc dans cet épisode comment elle a embarqué son diabète dans toutes ses aventures et surtout comment elle embrasse cette vie très très loin de chez elle. Entre la chaleur humaine et les défis du quotidien avec les enfants et un chien à l'autre bout du monde, mais surtout la découverte d'une culture différente. Une nouvelle fois, grâce à Talkipody, Emmeline est une super belle rencontre. Alors préparez-vous à un récit intime, sans filtre, qui montre que même à l'autre bout du monde, on s'adapte à notre vie avec le diabète. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de rentrée de Talkipody. Je suis très contente de vous retrouver dans un décor un petit peu exotique, puisque notre invitée du jour, elle habite à l'autre bout du monde, mais elle est là pour cette interview, donc je suis très contente de t'avoir. Bonjour Emmeline. Hello, Ça très heureuse d'être là aussi. Trop contente de ton retour en France pour un... Ouais. Je t'ai attrapée au moment où tu revenais en France, mais tu vas nous raconter tout ça. Mais c'est vrai que tu n'habites pas la porte à côté, mais on a réussi à recréer un peu l'ambiance de là où tu habites. Voilà. Pas très loin pour que le tournage ait lieu. En parlant de ce décor, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a choisi l'ambiance qu'on semble deviner à travers les quelques images? Donc, depuis que je suis adolescente, j'adore tout ce qui touche à l'Asie et tout ça. J'ai eu la chance d'avoir une tata, en fait, qui a habité assez longtemps à Tokyo. Okay. Du coup, la première fois que je suis allée à Tokyo, c'était pour mes 17 ans. Okay. Et ensuite, en fait, j'y suis allée presque tous les ans. Donc, j'y suis allée 5 fois en tout. Okay. Et je me suis fait des amis, etc. Donc, ensuite, je suis allée même dormir chez des amis à Tokyo. Trop bien. Depuis toute petite, j'adore tout ce qui touche à l'Asie, aussi bien la nourriture que la culture, que en globalité aussi comment sont les gens et tout ça. Et depuis peu, donc depuis 6 mois, j'ai la chance avec mon compagnon et toute ma petite famille de m'être installée du coup en Asie. C'est pas le Japon, mais ça s'y rapproche un peu. Donc petit à petit, on gagne un peu du terrain. C'est ça. Et du coup, j'habite en Thaïlande. Ok.
Magnifique. Donc, le décor, voilà. Voilà, c'est pour ça, cette petite vibe, etc. C'est ça. On a été très très bien accueillis. D'ailleurs, je remercie c'est le propriétaire du Airbnb qui nous a accueillis comme des reines. On a même des petits gâteaux japonais à disposition et tout ça. Donc ça, c'est top. On est dans de bonnes conditions. Et ça fait un moment que j'avais envie de t'interviewer. Mais effectivement, quand j'ai vu que tu t'installais en Thaïlande, je me suis dit, oh non, comment on va faire pour avoir cette interview? Et donc, trop contente que tu sois là et qu'on puisse faire cet épisode de Talkipody. Et dans Talkipody, c'est un environnement diabétique friendly. Donc, tu peux sauter, tu peux biper, tu peux te resucrer, tu peux appuyer sur ta pompe, enfin voilà, sortir ta pompe, tout ça. Ici, on est du coup diabétique friendly. Et dans notre attirail, on a nos resucrages. Et donc, quand je t'ai posé la question du resucrage préféré, tu m'as répondu quelque chose d'assez spécifique. Ça fait peu de temps en réalité que c'est un nouveau resucrage. Voilà, c'est ça. Mais j'aime bien les dextro-énergies. Ok. Je trouve ça pratique. Ok. Du coup, je suis maman de 2 enfants et moi, il me faut que ça soit ultra rapide. Je suis en train de pousser la poussette, je me fais une super grosse hypo, il faut absolument que j'ai quelque chose. Ok. Ça se cache un peu partout, dans le sac à main, si on a une banane ou même dans une poche. Ok. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Très bien. Quand j'étais petite, j'avais toujours les carrés de sucre là, et maintenant j'ai un peu la phobie de ça. Je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas touché un carré de sucre blanc. Tu peux pas le voir. Je ne peux même plus les voir, donc m'en proposez pas un. Mais du coup, j'avais un peu peur des dextro-énergies justement parce que ça y ressemble. Ouais. Mais au final, ça passe plutôt bien. Ça ressemble plus à un bonbon. C'est ça. Okay. Et puis j'ai fait le plein parce que chez moi, du coup, en Thaïlande, là maintenant, c'est pas disponible. Donc, d'accord. Je pense que la valise va être pleine de ça. De tablettes de voilà, glucose. C'est ça. Donc pour ça et ceux qui connaissent pas, c'est des tablettes de glucose. Enfin, une tablette, c'est 5 grammes à peu près, un peu moins, je crois. Un petit carré, c'est 3. Ah oui, donc 3. moi, souvent, j'en prends 3 ou 4 si c'est une grosse hypoglycémie. Ok. Donc après, ça agit aussi vite, je pense, que du sucre blanc. Si tu as eu ce lien de confiance avec le... Ouais. En vrai, c'est un lien de confiance avec le resucrage. Hein. Si t'y crois, tu vois. Ok. Et il y a une version française aussi qui s'appelle Glukipo. Je sais pas si t'as déjà testé. J'ai jamais essayé. Eh ben, c'est pas mal aussi. Du coup, c'est vrai que je m'étais posé la question parce que du coup, est-ce qu'on peut commander sur Internet des fois pour faire des gros packs? C'est peut-être plus pratique. Ouais, ils ont des énormes... Enfin, elle a, parce que du coup, c'est Vaea. Des énormes pots, tout ça. Mais bon, c'est une tablette de glucose et c'est une question de... Enfin, dextro-énergie se trouve chez Normal, etc., je crois. Et puis voilà, mais c'est une alternative aussi qui existe avec des goûts différents, françaises. Voilà. Ouais, bon à savoir. Voilà. Trop bien. Écoute, du coup, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour qu'on apprenne à te connaître, tout d'abord te présenter, mais sans mentionner ton diabète. Bon, on a déjà parlé des resucrages, tout ça. Mais qui est Emmeline? Je suis maman de 2 jeunes enfants. J'ai une petite fille qui a 4 ans et demi, un petit garçon qui a 3 ans. J'ai 30 ans. Ok. J'ai passé le cap, voilà, des 30 ans moi, cette bientôt. année. Bonne chance. Non, en vrai, ça va. Okay. Voilà. J'ai fait des études dans le luxe. Je suis diplômée d'un bachelor en marketing du luxe. Ok. Aujourd'hui, je vis plus ou moins des réseaux sociaux, donc créatrice de contenu. Ok. J'ai été longtemps à la maison pour m'occuper de mes enfants. Ok. C'était un choix tout à familial. Fait. Très bien. Et je suis avec mon compagnon, du coup, depuis 6 ans. Ok. On est un peu ce qu'on appelle dans la famille des électrons libres. Donc, on aime bien voyager un peu partout. Ok, vous avez déjà vécu à plein d'endroits. En 6 ans, je crois qu'on a fait déjà 5 déménagements, quelque chose comme ça. Donc, moi, je disais, quand j'ai commencé à te suivre, tu étais dans un van ou un camping-car. Un camping-car. On a eu pas mal d'aventures différentes, on va dire. Déjà, on s'est rencontrés 3 semaines après, on partait en van pendant une petite semaine en Bretagne. C'est un super test. Donc, en fait, dans un espace super restreint où, on va rien cacher, mais t'emmènes ton papier de rouleau toilette avec toi pour aller dehors, tu vois. Donc, tu te connais à peine et tout. Donc, tout de suite, tu vois si le feeling passe ou pas. Donc, on s'est rencontrés, on est partis, en voyage. Et ensuite, en fait, on s'est rencontrés à Paris. On a déménagé 3 mois après à Bordeaux. Donc, il avait déjà le projet de déménager à Bordeaux. Donc, on est partis à Bordeaux. On y a vécu 2 ans. Ensuite, on a tout lâché pour vivre dans notre camping-car. D'accord.
Pendant un peu moins d'1 an, ma fille avait 3 mois seulement quand on est parti ouais, c'est ce qui me au semblait, début. t'avais déjà Ouais. une petite... ouais. Et ensuite, en fait, on s'est installé à Lyon. Je me souviens de On cette a eu période un aussi. coup de cœur, ouais. On a eu un coup de cœur pour Lyon. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on était peut-être aussi dans une période où on avait envie de se poser. Il y avait eu le confinement et tout ça, donc c'était un peu compliqué de voyager. Bien sûr, ouais. On avait prévu normalement de faire le tour de l'Europe et au final, on a fait la Suisse et un peu la France et ça s'est avéré un peu compliqué. Donc on a arrêté ce projet-là et on s'est installé à Lyon. Ok. On y a vécu 3 ans. On avait dit on y reste au moins minimum 200. Donc ça va. Ok. Et en fait, j'ai eu mon deuxième enfant à cette période-là. Et là, on a décidé de rechanger encore de vie et de tout redémarrer à l'autre bout du continent. Génial. Donc voilà. Incroyable. C'est hyper inspirant. Donc, t'es quelqu'un qui a la bougeotte, quoi. Ouais. Ok. Je me lasse très vite de là où je suis. Ok. Et puis, c'est aussi le fait de découvrir plein de nouvelles choses et tout ça. Et tu t'es nourri aussi beaucoup du voyage, parce qu'avant de t'installer dans tous les endroits que tu nous as mentionnés, tu parlais des voyages au Japon que tu as fait, tu voyages aussi, tu as voyagé beaucoup. Ouais, même avec les enfants, avec Charlie, donc qui est ma plus grande, on a fait New York. D'accord. On a fait Dubaï, on a fait pas mal de choses en fait. Ok. En fait, dès qu'ils avaient l'âge, on dit toujours qu'il faut qu'ils tiennent leur tête. Hop, allez, c'est bon, tu peux voyager et on partait. C'est vraiment votre mode de vie, de découvrir des choses, peu importe enfant ou pas enfant. C'est ça. Diabète ou pas diabète. Voilà, exactement. Quelle transition. Et ben trop bien, écoute. Et du coup, alors si tu es auditrice, que tu regardes aussi l'émission, tu connais le principe des questions flash. Donc l'idée, c'est que les personnes qui nous écoutent et nous regardent appréhendent un peu plus ton profil DT1. Du coup, question flash. Alors, hypo ou hyper ? Hypo. Ok. Tu préfères l'hypo ? T'aimes pas l'hypo ? J'aime aucun des deux. C'est vrai, cette question, on déteste Mais tout. je préfère l'hypo parce que maintenant que j'ai trouvé une manière de me resucrer rapidement, ça passe beaucoup mieux. Okay. L'hyper, je suis exécrable. Okay. C'est je suis à 3 grammes, je vais mourir, je sais plus réfléchir. Enfin, ça me met dans un état pas très cool. Okay. Et en fait, et encore plus maintenant que je suis maman, souvent j'arrive pas à gérer mes enfants quand je suis en hyper en fait. D'accord. Tout m'énerve, tu sais, le moindre petit truc de travers m'énerve. Donc souvent c'est d'ailleurs mon compagnon qui prend le relais dans ces moments-là. Okay. Alors que l'hypo, en un quart d'heure c'est fini, tu vois. À moins que ça soit vraiment... Le truc où on tremble et tout. Okay. Mais sinon... Ok, donc plutôt hypo. Ouais. Très bien. Et donc je remarque que les gens répondent plutôt ce qu'ils préfèrent. Ah oui, c'est vrai que... Freestyle ou Dexcom ? Dexcom. Pompe ou stylo ? Pompe, maintenant. Boucle ouverte ou boucle fermée ? Fermée. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ta pompe, quel est le modèle, etc. Du coup, j'ai eu le freestyle libre. Ouais. Là, je suis passée au Dexcom depuis 2 ans. D'accord. J'ai la pompe depuis 2 ans aussi. Oh. Donc c'est encore assez récent au final. J'ai toujours refusé, mais catégorique. Je voulais absolument pas en entendre parler. De la pompe, alors que ça fait un petit moment que tu es diabétique, mais c'est la dernière question, pas de suite. J'ai toujours refusé, j'ai encore les images même petites, mes médecins qui me disaient passe à la pompe, tout ça. Je ne voulais plus aller voir mes médecins parce que je savais que mon médecin allait me proposer ça encore une énième fois. Et en fait, j'en avais juste pas envie. Ok. Et j'ai finalement franchi là le cap parce que je voyais que c'était compliqué et aussi parce qu'on en parlera sûrement après, mais avec mes yeux et tout ça, ça m'a permis de me soulager un petit peu et de pas forcément être mieux gérée au niveau de la glycémie parce que je gère assez bien aussi sous stylo et d'ailleurs mes grossesses ont été sous stylo. On m'a pas proposé la pompe d'ailleurs, mais c'est plus charge mentale un peu en moins maintenant. Ok. Ouais. Et le système que tu utilises s'appelle comment ? C'est la T-Slim, du coup. La T-Slim, en boucle fermée. Et la petite spécificité, c'est qu'on m'a mis la boucle fermée tout de suite. Super. Donc, parce que c'était une urgence, en fait. Ok. Voilà.
Normalement, les critères de 6 mois de pompe sautent. C'est Medtronic qui a enlevé ce critère-là et toutes les pompes en boucle fermée sont en train de s'aligner. Ok. Donc, à savoir que maintenant, si on vous dit d'attendre avant d'activer la boucle, c'est pas grave. Pody s'exprime. C'est pas... Enfin, normalement, on peut l'activer rapidement. Ok. Donc, trop bien que t'aies pu en bénéficier il y a 2 ans. Ok, donc t'es slim, c'est ça? Ouais. Ok. Avec tubulure, du coup. Ouais. Ok. Étonnant, pas vouloir de pompe et tubulure d'un coup, mais on en parle après. Complète cette phrase. Oula. Mon diabète est plus vieux que... Mon diabète est plus vieux que... Qu'est-ce que c'est que cette question? Ma sœur, mes enfants. Mes 2 enfants réunis. Oh, elle est bien. Ok. Tes Voilà. 2 enfants ont quel âge? 4 ans et demi et 3. Ah ouais, les 2 enfants. Ça fait même... c'est 3 fois même les 2 enfants, Ok. presque. J'adore. Je suis diabétique ou j'ai un diabète? Je suis diabétique. Ouais. Ouais, je sais que c'est très controversé, un peu. Moi, je suis diabétique mais aussi. ouais. Ouais. Pareil, j'arrive pas à dire j'ai un diabète. Moi, ça sort automatiquement. Donc, de toute façon, je me posais même pas la question. Voilà. C'est ça. Ok. Tu préfères expliquer ton diabète à une amie qui confond tout et qui boit plein de tisanes pour se soigner et qui ne prend jamais aucun médoc, ou tu préfères l'expliquer à une mamie qui pense que t'as mangé beaucoup trop de sucre quand tu étais petite? Les 2, c'est chiant. Ah ouais, les 2, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Hein, donc, ou tu t'en vas et tu expliques à personne, c'est aussi ok. Je pense que j'expliquerai à la mamie. Ouais. Parce que le fait d'avoir maintenant, tu vois, un peu d'électronique peut faire que tu peux lui embrouiller un peu le cerveau et lui expliquer, voilà, tu sais, maintenant il y a ça pour gérer ça. et tout. Ok. Voilà. Ok. Plus, Ouais. ok, très bien. 0,42 ou erreur capteur? Erreur capteur. Ah ouais. Ouais. Je le change et puis c'est reparti, quoi. Très bien. Et la dernière question, as-tu été diagnostiquée enfant ou adulte? Enfant. Ok. T'avais quel âge du coup? 3. Est-ce que à 3 ans, Ouais. donc t'as été diagnostiquée il y a 27 ans? Ouais. En 1998. Purée, Coupe du Monde de foot et toi, boum, Ouais. allez. Ouais, c'est ça. Ok, comment ça s'est passé? Parce que je sais pas si toi, à 3 ans, t'as des souvenirs, ce que tes parents t'ont dit. Alors, moi, j'ai des flashs, mais je sais pas si c'est le fait que, tu vois, les proches te remémorent certaines choses ou si c'est toi réellement qui t'en souviens. C'est vrai. Il y a peu de temps, d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, j'ai expliqué un peu comment ça s'était déroulé, tout ça, le diagnostic. Ok. Et en fait, c'est ma maman qui a parlé pour moi. D'accord. Donc, c'était super intéressant, parce que c'était un peu la première fois que je l'entendais dire certaines choses et tout. Ok. Donc, c'était super intéressant. Moi, je me souviens de rien, hein, sincèrement. Ouais. À 3 ans, tu t'en souviens pas. J'ai juste quelques petits flashs comme ça, des petites choses peut-être qui m'ont un peu traumatisée. Ok. Je me souviens une fois avoir fait, je crois, un malaise ou je sais pas, et ma mère qui me pose sur la machine à laver à la maison pour me resucrer ou je sais plus. Je me souviens de quelques fois où les prises de sang, c'était un calvaire pour moi et... à chaque fois que j'avais une prise de sang ou que voilà, j'étais sage, entre guillemets, on m'offrait un petit quelque chose à l'hôpital. Ou, tu vois, je me souviens de petites choses comme ça. Mais je me souviens pas de... Ok. Non. Mais du coup, à l'époque, t'as connu les mélanges des seringues et tout, non? Ma mère a eu ça un tout petit peu, mais après, on est passé au stylo injectable. Les flacons avec les seringues, ouais. Les carnets à remplir, tout ça. Ok. Et faut pas manger de sucre, machin. Voilà, le régime sans sucre de l'époque. Ok. Ouais. Et des flashs, par exemple, de chez ma grand-mère, où je crois qu'au goûter, genre, on me disait, maintenant, t'as plus le droit qu'à un yaourt nature avec un peu de sucre dedans ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça, je me souviens des trucs comme ça, mais sinon, tu vois, je me souviens pas de... Bah, j'imagine. De vraiment de comment j'étais et tout ça, tu vois. Maintenant, je le vois parce que j'ai des photos de l'époque et tout ça, mais sinon, je me suis pas connue autrement que comme ça, quoi. Oui, du coup, tu t'es... Oui. C'est intéressant parce que je pense que dans tous les Talkipodies, on n'a jamais eu quelqu'un diagnostiqué aussitôt. Ok. Et donc, qui s'est construit avec le diabète.
Moi, j'étais diagnostiquée à l'âge de 9 ans, donc j'ai aussi peu de souvenirs de ma vie d'avant. Et je comprends ce que tu veux dire. J'ai aussi des flashs de moments très précis. Ce truc aussi où t'as le droit qu'à une glace le dimanche. Enfin, c'était horrible, en fait, ce qu'on nous disait. C'est vraiment... d'un coup, les goûters changent, t'as plus le droit à la même chose, tu comprends pas trop. Mais c'est les parents qui gèrent, donc tu suis, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, t'es diagnostiquée à 3 ans, ta maman gère... à quel moment t'as repris le flambeau du diabète, si tu l'as repris, parce que peut-être, tu vois, je me suis dit, dans mon histoire, j'ai pas eu de passation, genre ma mère m'a pas dit un jour, bah voilà, je gère, tu vois. Moi, je pense que c'est un peu pareil, j'ai pas l'image de, tiens, ce jour-là, il faut que tu le fasses toi-même. Je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Et aussi le fait que j'ai voulu aussi assez tôt sortir avec mes amis et tout ça, tu vois, aller sur Paris seule et tout ça. Donc je pense qu'au bout d'un moment, j'étais bien forcée aussi de m'occuper de moi-même. Donc, mais j'ai pas l'image du jour où ça s'est fait, quoi. Ok. Tu l'as prise en main un peu au fil de l'eau. Il y a pas un moment où tu t'es dit, oula, là, c'est à moi de gérer. Non. Ok. Ouais. Et donc, quand t'allais avec tes amis et tout ça, tu savais déjà quoi faire parce que tu faisais comme ça à la maison? Oui. Ok. Ouais. Tu te souviens de l'âge à peu près que t'avais quand t'as commencé à... Tu vois, est-ce que c'est collège? Je pense que c'est collège, ouais. C'est là les premiers... Ouais, c'est collège. T'as les premiers petits copains. Les premières tu veux sorties. tout faire toute seule. Et je pense que c'est collège. Mais c'est une question super difficile parce que je sais pas quand est-ce que, tu vois, j'ai commencé à m'en occuper seule. Et t'as réalisé ce que ça voulait dire, le diabète, depuis, même quand t'étais au collège, etc., ou c'était quelque chose... tu vois, perso, je me dis, je fais une piqûre et basta. C'était ça, tu vois, dans ma tête. Sauf que j'ai réalisé ce que ça voulait dire bien plus tard, à 20 ans. Ouais. Et je me suis pris une claque dans la figure à ce moment-là. Et j'ai eu toute cette période de... J'appelle ça un déni. Je pense lycée, études supérieures, parce qu'au collège, maman était encore là pour gérer un petit peu. Mais je sortais, je faisais des choses et tout ça. Mais cette période de déni, c'est vraiment lycée, études sup, où alors, en mode, je sais que j'ai un diabète, mais je savais pas trop ce que ça impliquait dans ma vie. Parce que je le gérais pas. Tu vois. Du coup, je me dis, toi, dans ton histoire, est-ce qu'il y a un moment un peu charnière où t'as réalisé ce que ça voulait dire le diabète, ou c'est juste, tu fais des piqûres et puis voilà, tu vois. Je me suis toujours, entre guillemets, bien soignée. D'accord. Sauf à une période de ma vie. Ok. Qui a fait que j'ai eu des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire bien se soigner? En gros, je faisais ma lente et ma rapide. Je comptais pas mes glucides, mais je savais que voilà, un plat de pâtes, ça fait tant. Je fais à peu près l'insuline. Okay, après, c'est aussi un automatisme, tu sais. Ma maman, elle faisait tant d'unités, donc je reproduis le schéma et je fais tant d'unités. Aujourd'hui, je réfléchis un peu différemment. Bien sûr, ouais. C'est aussi avec la maturité, je pense que tu acquiers au fil du temps. C'est ça. Et aussi la pompe qui te permet d'être un peu plus, tu vois, un peu plus pointilleuse, de te dire, vas-y, essaye de pas te louper, comme ça ta pompe, elle réagit bien, et puis elle est intelligente, donc autant lui donner les bonnes infos. C'est ça. C'est vrai que le schéma de pensée n'est pas du tout le même que quand tu dois noter sur un carnet. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, tu as toujours été plutôt rigoureuse, tu faisais tes piqûres, tu surveilles ta glycémie, tout ça, jusqu'à une période de ta vie où là, t'as stop. Ouais, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Donc là, t'as ressenti le poids du diabète à un moment précis. C'était quand j'ai habité du coup toute seule. Okay. Donc j'ai habité 1 an toute seule à Paris. Ok, donc t'avais genre... C'était juste après mes études et du coup j'ai bossé 1 an chez une grande marque, une grande maison de luxe. Et pendant toute cette période j'ai... Allez, ça me saoule. Tu vois. Mais vraiment, genre, ça me saoule. On verra, et puis... Donc, en gros, pour résumer un peu, je faisais que ma lente. D'accord. Et je faisais tout le temps la même unité. D'accord. Donc, celle que j'avais mis en place avec mon médecin, mon endocrino, il y a je sais pas combien d'années, tu vois. Je faisais pas de rapide, presque. D'accord. Donc, et je ne me contrôlais jamais. J'ai enlevé mon freestyle libre. D'accord. Et je pense que cette période a duré presque 1 an. J'ai dû me contrôler, je sais pas, 2 fois. D'accord.
Donc, sur en fait, un an. je faisais plus du tout, tu vois. Ok, ça c'est dingue parce que de passer de je Ouais, gère machin j'en à un avais moment. marre en fait. Ouais. Après, c'est aussi peut-être la conséquence d'une période un peu juste compliquée avant. J'ai fait des rencontres amoureuses et tout qui n'étaient pas top. Donc, il y avait aussi le fait de retrouver, tu vois, un chéri et pas vouloir lui montrer forcément. Alors, moi, je le dis tout le temps, en fait. D'accord. Que voilà, j'ai ça, machin. Que je peux avoir... là, non, en l'occurrence, j'avais rien sur moi. En Mais plus, oui, à donc l'époque, ça se voyait pas. Rien, ouais. Mais souvent, je le disais quand même au cas où, tu vois, s'il m'arrivait quelque chose. Bien sûr. Mais je voulais absolument pas qu'on le voie. T'en parlais pas. J'en parlais pas. Ouais. Et c'est une période où, enfin, tu vois, pour dire cacher chose, t'es en train de draguer quelqu'un, tu vas pas, bon, attends, je sors mon stylo, je me pique, je suis en train de boire mon cocktail, tu vois. J'avais absolument pas envie de ça. Et c'est aussi, je pense que ça s'est déclenché, le fait de vouloir retrouver quelqu'un et pas vouloir le montrer. D'accord, ok. Donc, des déceptions avant. Voilà. Ce truc lourd, finalement, si je fais plus rien, c'est moins lourd. Ouais. Et pas envie d'embêter l'autre en face. C'est et ça. Donc, plus de rapide, du coup. Ouais. Donc, ça veut dire que... Très mauvaise alimentation. D'accord. Je marchais énormément. J'allais au boulot à pied le matin. Je mettais genre plus d'1 heure, je pense. Ouais. Le soir, pareil. Et je me réveillais des fois le matin, la tête embuée, tu sais. Ouais. Comme quand t'es en hyper depuis tant de temps. Ouais. Et au final, en y repensant, je me dis, mais ça se trouve, dans la nuit, j'ai fait un malaise ou quoi, je sais même pas, tu vois. C'est clair. Et tu devais être exténuée, non? Ah ouais, mais genre, je marchais. Il y a même des fois où je me rappelle devoir m'arrêter en allant au travail parce que je me sentais pas bien. Bah ouais. J'allais tomber, ou tu vois. Donc, parce que tu dis que tu avais une mauvaise alimentation, c'est qu'en fait, ton objectif, c'était d'être élevé pour être tranquille, finalement, ou pas forcément? Non, pas forcément. J'étais dans le métro boulot dodo, tu sais, donc je mangeais super tard avec mon travail. Le matin, je me préparais et je partais, donc je mangeais un petit truc vite fait. Le soir, je rentrais, j'étais toute seule chez moi, donc tu te manges un truc vite fait aussi. Okay. Et j'évitais tout ce qui est féculent pour justement me dire tu vas pas monter en hyper pendant la nuit. Ou, ce qui n'est pas forcément mieux parce que je mangeais beaucoup de sucre rapide, ce qui fait que je devais faire des pics comme ça et après des descentes comme ça. C'est clair. Donc voilà. Mais ce qui m'a fait un peu tilt, c'est qu'il y a un épisode où tu dis que quand on fait des comas d'acidocétose, des fois on a des pertes de mémoire. Ouais. Et j'ai l'impression que en parlant de ça, tu vois, de me dire, ça se trouve, il y a un jour où tu t'es vraiment pas senti bien et ça peut être arrivé parce qu'il y a des moments où il y a des trucs j'ai oublié, tu sais, comme si mon cerveau il avait oublié certaines choses. C'est sûr que si t'es en hyperglycémie plus, et quand je dis hyperglycémie plus, on tape du 4, ouais, mais 4 je pense grammes que... tout le temps. Là, ton cerveau, il est embué. C'est que ton corps essaye d'éliminer les sucres autant qu'il le peut, mais il a que la lente, et c'est déjà magnifique que tu n'aies pas arrêté la lente. Ouais, oui. Parce que là, c'était des urgences directes. Et en même temps, est-ce que ça t'a pas desservi pour continuer dans le déni, en mode ton corps, il tenait à un fil, mais il a tenu. Ouais. Et je me dis, t'as tenu, mais... Il a tenu, mais après... Ouais. Difficilement, tu vois. Ouais. Et j'ai perdu énormément de poids. Ouais. C'est que tu perdais du poids en faisant ça. Ouais. Et donc, est-ce que ça te motivait? Mais c'était même pas voulu, tu vois. Pas voulu. Pas forcément, tu vois. Enfin, l'image de moi était pas... Okay. Tu sais, je me voyais, je me disais, je suis pas jolie, tu vois. Ok. J'ai pas forcément beaucoup aussi de visuels de cette période-là parce que je me trouvais pas forcément très jolie comme ça. Mais tu te trouvais pas jolie à cause du fait d'avoir maigri beaucoup? D'accord, ok. Ouais, je faisais moins de 38 kilos, un truc comme ça. Donc, donc on est peut-être dans l'anorexie ou des choses comme ça, non? J'étais ultra mince. J'étais tout le temps en hyper à manger que des sucres rapides, en fait. Donc, d'accord. Et comme tu voyais... Fatiguée. Tu cherchais pas à maigrir, mais comme tu maigrissais, est-ce que ça te convenait ou pas? Non, mais en fait, c'était pas... Je sais qu'il peut y avoir cette dérive-là où on essaie justement de maigrir, on reste en hyper et tout ça. Moi, c'était pas dans cette optique-là, c'était juste j'avais pas envie de me soigner, en fait. Ok. Donc, Et donc, le fait de perdre du poids, c'était la conséquence de flemme de me soigner. C'est ça.
j'ai connu un peu cette période où je faisais n'importe quoi. J'étais vraiment en hyper tout le temps. Mais moi, c'était conscientisé de je veux pas être en hypo parce que moi aussi, j'étais dans un grand magasin de luxe et je voulais pas emmerder les gens face aux clients, etc. D'accord. Donc, je tenais et je mettais en hyper pour être tranquille. Ok. Sauf que c'était le mécanisme de je veux être tranquille et ne pas être en hypo. Mais je suis sortie exténuée. Mais vraiment exténuée. Je sais même pas comment je tenais à l'époque. Ouais. Et je me dis, mais toi, à quel moment tu t'es dit je peux plus continuer comme ça, sans insuline pendant presque un an, rapide. Ouais. Qu'est-ce qui a été le point où tu t'es dit, mais en fait, ça va plus du tout, tu vois? Est-ce que t'es tombée? Est-ce que, tu vois? Non, alors... Et où étaient les médecins pendant cette période-là aussi? Enfin, tu vois, Ah bah, j'allais plus chez le médecin. t'allais pas les voir. C'est ça, justement. Oui. Oui. Mais en fait, c'est ça. Enfin, j'ai abandonné tout ce qui est l'endocrinologue. J'ai pas été contrôler mes yeux, ce qui me vaut ce qui m'est arrivé ensuite. D'accord. Non, j'allais pas chez le médecin, tu vois. Ouais. Et eux viennent pas te faire chier. Enfin, même Ça. s'ils essayaient, t'allais pas y aller parce que tu sais que t'allais te faire engueuler. Ouais. Et puis, ça voulait dire reprendre tous les efforts et C'est ça, ouais. c'était pas envie de faire des efforts. Ouais. Est-ce que t'avais envie d'être normale? Non, pas forcément, je crois pas. Ok. Non. C'est juste plus envie de s'emmerder avec ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Et donc, quel moment tu t'es dit, là, on arrête? Bah, d'abord, j'ai quitté mon boulot Ok. dans lequel je travaillais. Ok. Et en fait, je suis retournée vivre chez mes parents pour un petit laps de temps. Et là, j'ai rencontré, du coup, mon compagnon actuel. Ok. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que moi, du coup, j'avais beaucoup de poids à reprendre. Voilà, il fallait que je me soigne, que je me remette. Et lui, il avait beaucoup de poids à perdre. D'accord. Donc, en fait, je pense qu'on s'est un peu aidés mutuellement, tu vois, tirés vers le haut ensemble. Ok. Et ensuite, je me suis remise à faire du sport, ce que j'avais arrêté forcément quand je ne soignais plus. Et c'est à partir de ce moment-là. En fait, quand l'alimentation est bien, quand tu te sens bien dans ta tête... Ok. Donc, tu as réussi à remonter la pente. Émotionnellement, ça va aussi. Voilà, tu as envie aussi de t'en sortir et de faire tout pour que ça change. Bien sûr. Donc c'est plutôt la rencontre avec ton compagnon ou... Parce que je me dis, tu retournes chez tes parents te voient mince, maigre, je sais pas. Ouais, je pense qu'ils me l'ont dit quelques fois. Ah, t'as beaucoup perdu du poids, ou essaye de manger un peu plus, ou des choses comme ça. Ouais. Mais bon, quand ça vient des parents, t'as pas trop envie d'écouter, tu vois. Tu m'avais dit qu'on te disait souvent, mais mange, et qu'en fait, c'est pas ça qui allait t'aider. Ouais, j'avais des potes qui me disaient mais pourquoi tu manges pas plus et tout. Mais je leur disais mais en fait je mange, c'est juste que je me fais plus mes doses d'insuline. Donc ça fait un peu contrebalance aussi. Et oui, c'est vraiment mon compagnon en fait mon chéri qui m'a sorti un peu du... C'est dingue, en fait je me dis tout ce temps d'épuisement quoi en fait parce que maintenant c'est pas des regrets mais je m'en veux un peu d'avoir fait ça en sachant que moi ça m'a bousillé les yeux. Ok, donc est-ce que ça a été aussi l'élément déclencheur de la reprise en main du diabète? Encore plus après. D'accord. Quand j'ai su que j'avais ça aux yeux. Ok. Mais j'avais déjà repris un peu quand même un schéma normal, on va dire. Ok. Ouais. Et donc, du coup, tu nous parles de ce que tu as aux yeux suite à cette année où il n'y a plus d'insuline rapide et donc où tu as dû être très, très élevé pendant un nombre... En fait, je pense que c'est ça qu'il faut nuancer parce que du coup, on va parler des conséquences secondaires. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, vous pouvez directement aller au timecode qui s'affiche pour aller à la partie suivante. Mais du coup, ce qui est bien de rappeler, c'est que c'est pas parce qu'on fait une hyper qu'on va forcément avoir des problèmes, toute la panoplie dont on nous parle assez régulièrement. Il y a la notion de durée de cette hyper. On nous dit souvent que c'est les hyper prolongés. Et quand on dit prolongé, normalement, c'est au-dessus de 3, plutôt 4 heures. Et il y a hyper et hyper. Il y a 2,20 et 4,50 g. C'est ça. Et malheureusement, je pense que dans ton cas, c'était plus des glycémies très très hautes pendant plusieurs jours.
Et donc voilà, Bah c'est ouais. pour expliquer, enfin mettre un peu de contexte aussi, mais c'est important qu'on t'écoute comme ça peut aussi prévenir certains risques pour surtout des jeunes adultes. Enfin, en fait, on est tous à cette période-là, on en a marre. Ouais. Je vois bien que c'est toujours aux alentours de la vingtaine qu'il y a un, on va dire, ras-le-bol, moi je veux profiter de la vie, ou juste j'ai autre chose à foutre, donc le diabète on verra. Mais il y a un curseur dans le on verra. Et voilà quoi pour. Ouais. Et bien faire aussi de temps en temps, même si c'est vrai, on n'a vraiment pas envie de les faire, les contrôles Ouais. pour savoir où on en est un peu, les yeux, le cœur, etc. Ouais. Et donc toi, tu fais un contrôle de routine sur les yeux. Et Bah justement, non. non, ok. Justement, je le fais pas. Et c'est ça le problème. Ok. Je l'ai pas fait et en fait, je me suis aperçue que j'avais un problème aux yeux pendant ma première grossesse. D'accord. Donc tu n'avais Donc, jamais en fait fait, de contrôle avant? Non. Et en fait, on m'a dit, vos grossesses ont déclenché la rétinopathie diabétique. Ok. Mais je pense que j'avais déjà un début avant et c'est juste que j'ai pas fait le contrôle. D'accord. Souvent, on dit que avant de procéder, avant de Concevoir. le projet bébé, en fait, il y a un peu toute la tripotée d'examens à faire. Et en fait, j'avais pas fait les yeux, donc je savais pas où j'en étais. Ok. Donc je l'ai faite ensuite, donc ce qui est un peu obligatoire quand tu es enceinte ensuite. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu, voilà. T'as découvert. Ouais. Ok. Donc, et ça s'est dégradé, mais très rapidement, en fait. D'accord. Donc, peut-être que, tu vois, j'aurais dû attendre avant d'avoir ce projet d'enfant pour réguler un peu, tu vois, ou commencer à faire du laser préventif. D'accord. Plutôt que de me retrouver, voilà, D'accord. avec ça sur le dos après. Donc, le message, c'est que, en fait, il faut faire ces petits contrôles de rétino, c'est ça. aller chez son Même si c'est ophtalmo. pénible, au moins contrôler pour savoir, voilà, si... Bien sûr. Parce qu'en plus, c'est toujours soignable. Bien sûr. Et c'est mieux de le faire avant plutôt qu'après. C'est ça. Quand ça empire. Ok. Oui, parce que la grossesse, c'est un facteur effectivement de risque de déclenchement, ouais. de conséquences. Mais effectivement, de faire nos petits contrôles chaque année, là. Ouais. Et puis, mon ophtalmo, la dernière fois que je suis allée le voir, il me disait qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies chez l'ophtalmo, quoi, on peut voir même un step avant la rétinopathie. Et donc, ça donne déjà des indices. Donc, avant même que le problème naisse, il peut être tué avant, j'allais dire dans l'œuf, mais même il n'y a même pas l'œuf. Ouais. Donc, c'est effectivement... Mais il me semble que tu peux faire juste quelques séances de laser et ça part, en fait. C'est ça. Parce moi, mon stade, c'était trop élevé, déjà trop présent. Et en fait, j'ai fait plein de séances de laser en même temps que j'étais enceinte. D'accord. Et après, pendant X années. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en discute maintenant, mais... On est sans filtre, juste, allez voir votre ophtalmologue. vous mettez la vidéo en pause et vous prenez sur Doctolib le rendez-vous chez votre ophtalmo. Voilà, c'est ça. Maintenant. Du coup, oui, ça s'est beaucoup dégradé, en fait, au fil des grossesses. À un stade où, à un moment donné, en fait, la rétinopathie, c'est du sang qui vient se mettre sur le vitré de ton œil. Et en fait, il faut attendre qu'il s'évacue. D'accord. Donc, en fait, à chaque fois que tu as un épisode récidive, entre guillemets, de ça, tu as des taches et tu vois plus rien, en fait. Alors, il y a des fois où tu vois relativement bien et il y a des fois où tu vois plus rien. Ça doit être affreux. Donc, moi, je me suis rendue, je crois, 3 fois aux urgences. On habitait à Lyon à l'époque. Et des fois, ils m'ont sorti, ça va partir tout seul, vous dormez la tête surélevée, ça va s'évacuer, vous buvez beaucoup d'eau. Mais j'en suis arrivée à un stade où j'avais 1 à cet œil et 3 à l'autre. D'accord. Donc en fait, le soir, mes enfants me disaient « Maman, tu nous lis une histoire ?» Je suis désolée, je peux pas lire. Oh, purée. Et pourtant, j'avais des lunettes. Ouais. Donc je pouvais plus lire. Donc c'était mon chéri qui lisait souvent pour les enfants et tout ça. Et en fait, au bout de certaines semaines, plus ou moins de temps, ça s'évacue, effectivement. Sauf que des fois, au bout de 10 jours, bam, ça revient, tu vois. Et on te laisse comme ça. Tu t'y attends pas, en fait. Et on te laisse comme ça. Donc, ça revient. Voilà. Et en fait, pendant longtemps, donc avant que mes enfants naissent et après leur naissance, je suis restée comme ça avec des épisodes dans les yeux de, justement, ces saignements. Et on ne m'a jamais proposé de me faire opérer. Jamais. D'accord.
C'est en dit, mode... vous êtes trop jeune. C'est du laser, et c'est ça, hein, voilà. du laser, et puis c'est tout. C'est ça. Vous êtes trop jeune, on va pas faire ça sur vous. Vous risquez après d'avoir... comment ça s'appelle ? La maladie quand on est plus âgé. La cataracte. Ouais, voilà, la cataracte. Non, on veut pas faire ça. Ça va s'évacuer tout seul. Ok. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu un élément déclencheur, c'est j'en pouvais plus. Et un jour, c'était le 25 décembre au matin. Donc j'étais réunie avec toute ma famille. Et mes enfants et les enfants de ma sœur et tout ça ouvrent leurs cadeaux. Et là, bim, je vois plus rien. T'imagines le jour de Noël. Tout le monde est ensemble. Tout le monde profite, c'est génial. Tu vois plus rien, tout d'un coup. C'est horrible. Alors que t'es sur le moment bien équilibré, tu vois. Bah oui, puis t'as pas de facteur de stress, t'es content. Voilà. Oui, ouais, t'es équilibré. Donc j'ai dû m'écarter, j'ai commencé à pleurer parce que ça, au bout d'un moment, tu sais, c'est l'épuisement aussi. Bah bien sûr, mentalement, moi, j'ai allé aux urgences et je disais, je vois même plus mes enfants. Comment je fais en fait ? Aidez-moi, tu vois. J'ai dit, aidez-moi, gardez-moi à l'hôpital, aidez-moi parce que au bout d'un moment, tu sais plus quoi faire. Et en fait, ce jour-là, j'ai dit, bon, c'est bon, j'en ai marre. Ok. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Ok. Du coup, sur... Instagram, la vie, hein. Voilà. Vraiment, Instagram, j'ai commencé à en parler sur les réseaux et une jeune fille que je remercierai jamais assez, si elle passe par là, franchement, je le dis souvent, mais c'est un peu elle aussi qui m'a aidée. Ok, elle s'appelle comment ? Tu sais juste son pseudo. Ouais, elle m'a même pas communiqué son adresse, elle a pas voulu que je lui envoie un petit quelque chose et tout ça. Ok. Mais franchement, elle m'a beaucoup aidée. En fait, elle m'a donné le nom d'un médecin. Donc une chirurgienne qui est à Paris. Ok. Et qui m'a pris en urgence en rendez-vous. Donc moi je faisais les allers-retours de Lyon à Paris pour aller la voir. Et elle m'a opéré les 2 yeux. Donc en janvier il y a 1 an et l'autre en février. D'accord. Donc non, en mars. Ok. Donc l'année dernière. Donc après combien d'années d'errance médicale presque du coup ? Ma plus grande a 4 ans et demi. Donc tu vois. T'es restée 4 ans presque. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. 3 ans, ok. Et donc... Et elle m'a dit, mais je comprends pas qu'on vous ait pas opéré, vous allez pas développer la cataracte plus que quelqu'un d'autre, peut-être que vous l'aurez 3 ans avant les personnes qui l'ont normalement à un stade plus avancé, enfin quand on est âgé, quoi. Ouais. Elle m'a dit, mais je comprends pas, on vous a laissé comme ça. Et ça veut dire quoi ? Tu t'es fait opérer, c'est-à-dire que quelle opération t'as eu ? Du coup, j'ai fait une vitrectomie sur les 2 yeux. Donc en fait, ça consiste à enlever le vitré, qui est l'espèce de miroir que tu as dans l'œil, qui protège aussi par contre de tout ce qui est un peu infection. Donc aujourd'hui, j'ai les yeux assez fragiles, il faut que je fasse attention. D'accord. Mais en fait, ce qui permet de, si jamais il y a du sang qui arrive, ça part tout de suite. Ça reste pas collé en fait sur l'œil. D'accord. Ok. Donc 2 opérations pas très compliquées en soi. D'accord. Tu les as vécues comment Plutôt bien. Enfin, tu sais, tu rentres le matin, tu ressors le soir. Ah oui, en plus en ambulatoire. Ok. Moi, j'ai choisi une clinique privée. J'étais plus à l'aise. Et ça s'est super bien passé, tu vois. J'ai retrouvé... Là, j'ai 10 sur 10 aux 2 yeux avec mes lunettes, tu vois. J'ai perdu un petit peu. Ça, c'est la conséquence de tout le laser aussi que j'ai fait. D'accord. Qui fait que je suis moins à l'aise dans la pénombre. Par exemple, conduire la nuit, c'est un peu chaud pour moi. Quand je me réveille le matin, des fois, tu sais, il me faut un moment d'adaptation. Je sens que j'ai été dans le noir et qu'il faut que je me réhabitue. Et je vois plus trop sur les côtés. D'accord. Je fais des examens, je vois plus tout ce qui est en périphérie ici. D'accord. Mais franchement, si j'avais pas fait ces examens, je le saurais pas, tu vois. Je m'en aperçois pas comme ça au quotidien. Ok. Et est-ce que, question de bête extérieure, mais est-ce que ça annule la rétinopathie ou pas Je l'ai toujours. On dit toujours que j'ai une rétinopathie, mais qu'elle est stabilisée. D'accord. Ok. Donc, mais disons que ça évite les récidives. Voilà. Là aujourd'hui, elle me dit, à moins que vous fassiez un truc encore extraordinaire en ne plus vous soignant, par exemple, il m'arrivera rien normalement. Elle donne même le feu vert à si on veut avoir d'autres enfants, etc. D'accord. Super. Ouais. Oui, donc ça veut dire que c'est super bien pris en charge. Et c'est ça le message que... Enfin, déjà, avant de t'appeler et que tu m'expliques ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Parce que je sais que on va pas se mentir, les yeux, ça fait peur. Moi, je me suis rendu compte qu'on m'a tellement martelé ça
que en faisant des séances de psy, hypnothérapie, tout ça, je me suis rendu compte que je m'étais pas rendu compte à quel point la peur que le diabète touche mes yeux m'obsédait comme ça, tu vois. Et vraiment, c'était une terreur, quoi. Et le truc, c'est que pour me rassurer, c'est en rencontrant des personnes comme toi qui disent, en fait, déjà, ça peut ne pas arriver. C'est une des conséquences dans le lot. Voilà, il peut ne pas avoir de conséquences. Et honnêtement, j'y crois de plus en plus avec l'arrivée des nouvelles technologies. Toi et moi, on est les 95, tu vois. On n'avait pas la chance d'avoir des boucles fermées quand on a été diagnostiqués. Ouais. Et je pense sincèrement, et j'ai hâte de voir les études spécialisées en type 1, s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois, on mélange type 1, type 2 dans les conséquences, et ça me rend folle, parce que les données, elles sont pas spécifiques au type 1. Donc voilà, mais je suis sûre que les conséquences vont se réduire. Quand bien même il y en a, et typique exemple des yeux, il y a du préventif. C'est tous les ans, on va voir son ophtalmo, on check s'il y a quelque chose, s'il y a un signe. Avant la rétinopathie, il y a un autre truc, c'est un autre stade qu'on peut repérer. Si ça arrive, on peut faire du laser. Et si on veut, on peut aussi se faire opérer. Alors, je sais pas quels sont les critères, là, comme ça, mais c'est aussi... Entre guillemets, c'est si vraiment t'as merdé, et que t'as trop attendu et que t'as pas fait attention, quoi. Enfin, faut le savoir aussi, quoi, tu vois. Mais ce médecin, elle me disait, limite, j'en vois tous les jours des diabétiques de type 1 et qui viennent me voir pour faire cette opération. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. D'accord. Donc, mais comme quoi, il faut pas aussi s'arrêter qu'à un avis et des fois, il faut se faire confiance. Bien sûr. Moi, j'ai cherché, et les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi dans la démarche. C'est tombé. Mais par exemple, à Lyon, je serais restée à Lyon, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais toujours le même problème. Des problèmes, oui, c'est ça. Et puis toi, tu absorbes les conséquences mentales et physiques de tout ça. Parce que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, mentalement, t'as des peurs qui sont un peu là derrière toi par rapport à tout ce que t'as vécu dans ces 30 ans de diabète, les yeux, tout ça Non, après, on en avait parlé un peu, mais le cap des 30 ans, de te dire, ça fait quand même 27 ans que j'ai été diagnostiquée. Est-ce que je passe pas encore un nouveau cap, tu vois, avec les 30 ans ? Et au final, tu te dis, non, si je fais tout ce qu'il faut, je vois pas pourquoi est-ce que du jour au lendemain, j'ai un autre organe qui me dirait, bon, allez, ciao. Et puis, je suis pas du genre à y penser non plus. Ok. T'as cette capacité... Là, je me suis juste posé un peu la question parce que j'ai remarqué quand même que 30 ans, j'arrivais un peu moins à gérer les hypos et les hyper. Plus vite énervée. Mais c'est peut-être aussi mentalement à force... déjà, moi, tu m'impressionnes de gérer 2 enfants, une vie en Thaïlande et tout. Moi, je suis là... j'ai l'impression de ressentir plus l'effet du diabète sur mon physique et mental. Et souvent, j'ai l'impression que mes limites sont beaucoup plus basses. Mais ça, c'est l'histoire que je me raconte parce qu'après, quand je regarde ce que je fais dans une journée, je me dis, en fait... t'as quand même fait ça. Tu vois, mais de base, je m'anticipe comme fatiguée. Mais je sens que c'est un peu plus dur. Et j'ai eu la même réflexion que toi. Parce que là, du coup, au mois de juillet 2025, je fête mes 21 ans de diabète. Et pareil, je me suis dit, putain, 21 ans, là, tu vois. Et quand j'entends les diabétiques qui se présentent, moi, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans et tout. Et moi, je suis moi, ça fait 21 ans. Et j'ai eu ce truc aussi de... C'est mon corps est pourri, tu vois. Vraiment, j'ai eu ce truc-là. Mais le fait de t'en parler et que ta diabétologue t'a rassurée sur ce point-là, non ? T'avais dit... elle m'a dit, non, mais pourquoi est-ce que vous me dites ça ? Vous allez très bien, je vous donne le feu vert si vous voulez un nouvel enfant et tout. J'ai dit, ok, bon. Donc c'est que ça va, ok. Je me suis aussi posé la question pas curiosité, mais de me dire, bon, est-ce qu'il faut que je fasse des examens complémentaires justement pour... assurer ça. Pour, pour vérifier. Je lui ai même dit, bon, c'est quand que je dois refaire l'examen du cœur et tout ça, pour être sûre, en fait. Bien sûr. Mais c'est aussi le fait d'avoir eu des gros soucis qui font que maintenant, j'ai envie de faire plus attention. Moi, quand j'ai ces pensées-là de peur vis-à-vis de mon corps et le diabète qui pourrait me tirer vers le bas, je repense à Chantal, que j'ai interviewée. Mais vraiment, j'ai hâte de faire d'autres épisodes avec des personnes âgées qui ont 50, 60 années de diabète de type 1 derrière eux, parce que je pense que ça doit être passionnant et on en ressort inspiré et soulagé, en fait. Je pense qu'on en ressort soulagé de se dire
Ah ok, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui va me taper avec une batte en mode allez hop, toi, t'auras ça. Mais quand tu vois une personne âgée qui a vécu toute sa vie avec un diabète de type 1, avec des moyens qui sont loin d'être ceux qu'on a aujourd'hui, ça donne quand même espoir. Je voulais aussi te poser la question, donc t'as presque 30 années de diabète, donc 27, t'as été suivie un moment psychologiquement ou pas? Non. Tu t'as remonté la pente à chaque fois Ouais, toute seule ou avec les rencontres que j'ai faites. Ouais. Il y a juste dernièrement, là, juste avant de partir du coup à l'étranger, où j'ai ressenti le besoin d'en parler à quelqu'un. D'accord. Autre que ma famille et mes amis. Ok. Je sentais qu'en parler tout le temps à mon compagnon, bah lui, peut-être que ça pouvait aussi... Il emmagasine beaucoup, un peu en mode éponge, donc j'avais pas trop envie de l'embêter. Donc j'ai fait 2 séances pour en parler un petit peu, pour me... Tu vois la charge mentale, je disais, elle est énorme. En plus, quand t'as des enfants, bah, tu penses à tes enfants plus à toi. Des fois, t'essayes de te mettre de côté, mais tu te dis, ah ouais, mais bon, j'ai envie de prendre soin de moi aussi pour justement pouvoir assurer pour mes enfants. Bien sûr. Donc, j'avais un peu une passade où j'avais un peu du mal à tout gérer. Ok. Et j'ai fait 2 séances au final. Après, on est parti, donc du coup, j'ai pas continué. Okay. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, bah, c'est peut-être une bonne chose, tu vois, d'en parler à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais si tu as autour de toi des personnes de confiance à qui tu peux parler et à qui tu peux peut-être te poser sur leur épaule, peu importe, tu vois, que ce soit une psy, tant que tu te sens écoutée et rassurée et accompagnée. Et tu parlais, en fait, j'ai presque envie de rebaptiser ça ta renaissance, parce que il y avait un peu le papillon qui fanait, qui voulait plus piquer. Et après, bah, t'as retrouvé quelque chose... Enfin, c'est vraiment la rencontre avec ton compagnon qui t'a boosté. Enfin, comment ça se fait que cette rencontre ait tout changé? Et la reprise du sport. Et la reprise du sport, ok. C'est mélangé... Mais tu vois, comment... Bah, après, c'est aussi l'envie de fonder une famille, tu vois. Tu rencontres quelqu'un avec qui t'es bien, t'as envie de fonder une famille, donc... Est-ce que lui te disait des choses en particulier qui ont résonné chez toi et qui font que t'as repris, ou est-ce qu'il t'accompagnait d'une manière... Plus d'une accompagnée, mais sans bousculer. Et justement, c'est ce que tu retrouves pas des fois chez tes proches, chez tes plus proches, ton cercle familial, où ils vont te dire, c'est pas ma famille, mais c'est plus des fois des amis, genre, mange plus, tu vois. Tu vois, mon compagnon, je l'ai rarement entendu dire ça, et il disait plutôt, attends, 1 ou 2 pattes de plus, tu vois, tu vas être encore plus belle, tu vas te muscler plus, parce que du coup, on a fait beaucoup de sport ensemble. D'accord. Moi, j'ai pris goût à la musculation grâce à lui. D'accord. Tu vois. Ouais. Tu as d'ailleurs un compte dédié. Voilà. Qu'on mettra évidemment à l'écran. Donc, après, c'était plus, de toute façon, il faut que je mange plus, faut que je me soigne mieux pour pouvoir assurer après faire ce que j'ai envie aussi à la salle de sport. Je pense que c'est un tout, en fait. Ok. Ouais. Et tu continuais sous piqûre, là, à ce moment-là? Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et je me dis, tu as adapté tes doses à chaque fois, tu as tout repris, quoi. Ouais. Purée. Il y a des moments qui sont difficiles, on va pas dire que c'est comme ça un autre vie. Oui, ça, c'est clair. Moi, je dis souvent, c'est un roller coaster. Qui veut s'installer à côté de moi parce qu'on va bien s'amuser. Voilà, c'est ça. Ouais. Franchement. Parce qu'après, t'as cette espèce de vision de, tu fais du sport, t'es bien et tout, et puis là, une hypo, alors je remange, ça me fait chier, tu vois. Ouais. J'ai eu des moments où c'était pénible. Ouais, mais t'as eu quand même cette force de départ, de reprendre le truc, quoi, tu vois. Ouais. Je trouve ça... et grâce à ton compagnon, peut-être qu'il t'a transféré de l'énergie, de la motivation à le faire. Ouais. Trop bien. Et il y a aussi un sujet que t'as mentionné, c'est que... Donc, tu reprends confiance, mais pas de pompe tout de suite. Non. Pourquoi ? Genre, pourquoi avoir attendu... combien de temps ? 25 ans ? Ouais. Pour mettre une pompe ? D'ailleurs, j'ai fait... C'est ok, hein, en vrai. J'ai fait une super vidéo comme ça où je dis 25 ans de refus, je sais plus, 1 an pour l'adopter, maintenant une vie sauvée, je crois. J'ai écrit, je disais quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce que j'avais absolument pas envie d'avoir ça sur moi. Ok. Ouais. Ça représentait quoi ? Je sais pas, j'ai encore la vision d'un camarade de mon école quand j'étais petite, je crois que j'étais en primaire ou au collège,
qui avait, tu sais, la grosse pompe et il la mettait toujours bien en vue. Et puis j'avais l'image de, tu sais, t'es obligé de l'accrocher à ton soutien-gorge, tout le monde la voit. Ouais. C'est gros, c'est pas joli. Donc il y a quand même une notion de ça se voit et tu voulais pas que ça se voit. Ouais. Pourtant, tu avais travaillé sur cette période de toi. Et pas complètement, je pense. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, j'ai mon capteur. Si on le voit, bah tant mieux. Tu vois, je suis contente. Ouais. Ma pompe, des fois, il m'arrive de limite remonter mon pantalon jusqu'en haut pour pouvoir y avoir accès. Et puis tout le monde le voit, je m'en fiche. Mais je pense que c'est au fil du temps ou peut-être, je sais pas, il y a un jour où tu as un déclic où tu te dis... Bon, après, les réseaux sociaux, ça aide énormément aussi. C'est vrai, ça t'a aidé pour le passage sous pompe? Bah, de dire que t'es jolie même avec, que les gens qui t'entourent, en fait, ils en ont rien à faire que t'aies un petit capteur ou pas. Grave. Franchement, ça, ils s'en fichent. Me fou. Mais toi, ça a touché dans ta perception de toi. Ouais. Parce que pour toi, ça rentrait pas dans ta définition d'une femme, d'une belle femme. Moi, je voulais pas qu'on voit, en fait. Okay. Tu vois, les stylos, c'était au fond du sac. Et puis, il y a un jour où j'ai dit, vas-y, je le dis à tout le monde, je m'en fiche, tu vois. Comme ça, d'un coup. Voilà. Ok. Et je trouve que dans tes réseaux sociaux, enfin, ce que... Toi, maintenant, je suis à la salle de sport, on la voit, ma pompe. Bah ouais, c'est clair. J'ai ma ceinture et elle est dessus mes vêtements, tu vois. Okay. On la voit, donc on voit des fois ma tubulure qui part à droite à gauche. Et je m'en fiche, tu vois. Au contraire, tu vois, bah, je montre que c'est possible. J'ai déjà eu plusieurs fois des remarques. Une maman, une fois, qui m'a beaucoup touchée, qui me dit... Mon fils, il est diabétique depuis 6 mois. Il pense qu'il va plus pouvoir faire de sport et tout ça. Quand je vous vois, waouh, je suis super heureuse pour lui et tout ça. Donc, c'est aussi tout ça, en fait, toute cette espèce d'engrenage de motiver les autres, montrer que c'est possible, qui fait que je pense que tu emmagasines aussi de la confiance. Bien sûr. Et qui fait qu'après, en fait, c'est ça. Tu t'en fiches, quoi. Et finalement, il fallait peut-être essayer la pompe avant de savoir. C'est que quand on la porte des fois, je me dis, mais t'as été bien bête quand même. Mais je comprends. J'ai fait de la résistance au capteur de glycémie. C'est-à-dire que j'ai été forcée de mettre la pompe parce que je faisais n'importe quoi avec les stylos. Donc j'ai mis la pompe et après on m'a dit, le capteur, c'est super. J'étais là, excusez-moi, je viens de porter un truc. Maintenant, vous me dites 2 trucs sur le corps. Arrêtez. Et moi, c'était vraiment ce truc, une jolie femme ne porte pas de trucs sur elle. Et pareil que toi, mais grâce aux réseaux sociaux, mais Dieu merci, j'ai suivi des femmes que je trouve sublimes, tu en fais partie, avec des appareils, et je me dis, mais en fait, je les trouve canons, moi. Et même, limite, maintenant, je vois un capteur sur un bras, j'ai une petite émotion. Genre vraiment, je me dis, oh, c'est beau, tu vois. Et puis, tous les accessoires qu'on a aujourd'hui, enfin, tu vois, le jardin de Bépine qui fait des choses sublimes, où t'as des bijoux de bras, t'as My Lovely Bird, t'as plein de choses. Et du coup, tu te dis, mais ça peut devenir un accessoire. Mais, c'est un vrai processus, quoi. Je veux dire, et je me demande ce qu'on peut dire aujourd'hui à des femmes, peut-être il y a des hommes aussi concernés, qui ont peur de toucher cette image qu'ils ont d'eux. Bah, quel conseil on pourrait donner? Tu vois, imagine, tu as la Emeline devant toi d'il y a quelques années qui veut pas mettre de pompe et tu connais aujourd'hui ta vie sous pompe, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Après, je pense que c'est aussi un cheminement. Par exemple, je sais pas, au début, bah, tu vas essayer un peu de cacher, tu vois, tu mets des t-shirts, des choses comme ça. Puis après, tu vas l'oublier, en fait. Tu vas oublier que t'as ça collé au bras. C'est comme quand on se fait tatouer. C'est vrai. Au début, on se dit, tu t'arrêtes pas de le voir. Et puis après, ça fait partie de toi, et puis, c'est tu vois, vrai. c'est vrai. C'est, du coup, un peu la même chose, en fait. Que le tatouage. Au début, bah, voilà, t'habituer peut-être en la cachant un peu plus, voilà, et puis petit à petit essayer de la montrer, et tu vas plus t'en apercevoir en fait. À force de voir. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Puis je trouve que maintenant aussi dans la rue et quand vient l'été, on en voit de plus en plus. Oui, clairement. Donc ça enlève un peu cette espèce de mythe de c'est quoi, c'est un patch. Ouais, c'est clair. Oui, la sensibilisation, elle commence à faire son effet, ça fait plaisir, quoi. Et là, c'était plus pour porter un appareil, mais qu'est-ce que tu dirais à la Emeline qui voulait plus piquer? Je dirais que le fait de pas vouloir le faire, c'est une énorme connerie parce que après, ça va être 10 fois plus dur. Ok. En fait, gérer sa glycémie et tout ça, on va pas se le cacher, c'est quand même contraignant, c'est difficile. Devoir gérer autre chose en plus de ça,
Ça rajoute en fait charge. une charge. Ouais. Donc venez, on fait un petit peu tout le temps. Voilà. Plutôt que de. C'est comme si tu disais à un jeune range un peu ta chambre tous les jours plutôt que de la ranger pendant 10 heures, tu vois, en une seule fois. Ouais, je vois. C'est faire un petit peu tout le temps plutôt que vraiment. C'est un très bon exemple, les gens de la chambre mal rangée. C'est ça. Tu laisses tomber une canette de coca, elle va faire une tache sur le tapis. Plus t'attends, plus la tache elle va pas partir. Ouais, c'est ça. C'est un peu ok. C'est plus ou tu vois, tu vas pas laisser ta vaisselle accumuler pendant 15 jours dans ton évier, tu vois. Ouais. Tu la fais un petit peu tous les jours. Et parce que tu sais qu'aussi ta vaisselle elle va être 10 fois plus dure, tu vois, à nettoyer. J'adore ces images. Alors que si c'est tous les jours, chaque tu sais épisode que ça part, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est hyper... Là, c'est exactement, c'est l'image du tu fais un petit peu tous les jours. Mais ouais, c'est hyper... Tu prends un peu de temps pour le faire tous les jours plutôt que de devoir le faire dans 10 ans. Avec plus d'efforts. Ouais. Ok. Et on peut pas remonter le temps, donc c'est comme ça. Mais tu prouves que malgré tout ce qu'on peut traverser en tant que diabétique de type 1, les hauts, les bas, les choses beaucoup moins cool, et ben en fait, tu continues de vivre ta vie, de vivre tes rêves, jusqu'à t'installer à l'autre bout du monde. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, tu es aujourd'hui expatriée. Ouais. Je me dis comment on passe du déni à je vais vivre en Thaïlande. C'est fou quand même. On passe du diabète, je m'en carre et je l'emmène avec moi en Thaïlande. Je sais pas, l'envie de vivre, de vouloir faire ce que tu as envie. Ouais. Il y a un mot qui m'a fait tilt aussi dans un de tes épisodes, c'est l'urgence de vivre, de vouloir faire des choses. C'est pour ça que j'ai ce tatouage. Des fois, d'être un peu déconnecté de ton entourage. Ouais. Toi, t'as pas envie de le faire, moi j'ai envie de le faire, tu vois. C'est ça. De te dire, vas-y, je le fais. Je réfléchis pas et je le fais. Oui, parce qu'on nous projette beaucoup de peur à la figure. Hein. Ouais. Et puis de se dire, c'est pas parce que tu as quelque chose en plus ou en moins que les autres que tu peux pas faire. Aujourd'hui, on voit des gens même qui sont en chaise roulante ou que sais-je, qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Bien sûr. Ça demande de l'adaptation, forcément. Ouais, c'est clair. C'est pas toujours facile non plus, mais c'est possible, quoi. Mais c'est toujours, on revient sur, dans ta présentation, tu parlais de cette envie de découvrir le monde, de voyager, de vivre plein de choses. Et finalement, parce que tu vois, je pense que déjà, le diabète serait un frein. Et 2, ce que tu as vécu, c'est quand même pas rien, tu vois. Et je te trouve très forte de l'avoir surpassé et de ne pas le laisser te bloquer. Parce qu'en général, quand tu vis des choses comme ça, tu te dis, OK, plus je reste dans mon périmètre de sécurité, plus je suis dans... c'est ça. Mais toi, tu as cette capacité et c'est un exemple de dingue qu'on peut donner, de dire, malgré tout ce que vous pouvez vivre et que le diabète peut vous imposer, faut continuer. Tout en se respectant, hein, bien sûr. Mais du coup, comment est venue cette idée de vivre en Thaïlande? Enfin, tu vois, je sais que vous aviez beaucoup bougé, mais pourquoi la Thaïlande? Parce que moi, j'adore l'Asie, mon compagnon aussi. Mon chéri aussi adore voyager, il a fait beaucoup de pays aussi, il a été expat aussi avant. Et en fait, on a eu comme ça un déclic en un jour faisant un visio avec un couple des connaissances. Ok. Et qui vivait déjà du coup en Thaïlande. D'accord. Et on s'est dit, vas-y, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas? Ok. Eux nous avaient un peu rassurés sur le fait que la santé là-bas était accessible. Ok. Enfin, qu'il y avait des très bons hôpitaux. D'accord. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus. Ok. Donc, ça, c'était déjà un gros... Ok. Soulagement. Oui, c'est un point à checker. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis, un jour, on s'est dit, vas-y, en fait, on a eu du coup ce déclic en juillet. En septembre, on allait visiter l'école pour les enfants, notre future maison. Ok. Et en décembre, on est parti. Waouh, c'est dingue. Donc, ça a été quand même le fait de devoir tout prévoir, etc. Et tout ça, c'est encore, tu vois... Ah non, mais... Moi, je revois donner ton de sa post. Personne et tout. Je revois ton post avec tes 2 enfants, le chien, le conjoint. Et je me suis dit, waouh,
Déjà, moi, prendre juste mon chien en avion, je suis en panique. Mais alors, toi, je me dis, les enfants en plus, le diabète. Mon Après, Dieu, je pense que dans ma tête, je me dis toujours, il y a une solution. Oui, je suis d'accord. Tu vois, il y a toujours une solution et tu trouveras toujours comment faire. Mais comment tu t'es préparée donc là, vous êtes allé une fois ou plusieurs fois visiter, voir l'école des enfants, etc. Et une seule fois. On n'était jamais allé en Thaïlande. Jamais. C'était la première fois, ouais. D'accord. Donc là, c'est acté. Et comment tu te prépares à un tel changement de vie niveau diabète? Tu vois, c'est quoi Est-ce que tu appelles ton Presta ou en mode alors là, je pars étranger? Tu vois, c'est comment on s'organise? Il y a plein de questions qui se posent. Ok. Le système de la santé est pas toujours évident. Ok. Moi, je suis toujours attachée à la France. D'accord. J'ai toujours en fait mon entreprise qui est en France. D'accord. Donc en fait, c'est un peu je vis en France, je vis là-bas. Ok. Et donc du coup, en fait, j'ai toujours mes droits ici en France. Oui, parce que ça fait que 6 mois aussi que t'es là-bas. Ça. Donc, okay. Et en fait, je reviens régulièrement ici pour du coup me réapprovisionner en matériel de ce que je n'ai pas là-bas. Ok. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas du coup? Ils connaissent pas la pompe à insuline. Ah oui. En Thaïlande. D'accord. Ouais. En fait, ils connaissent l'insuline. Ils ont beaucoup plus de facilité avec le diabète de type 2 et moins avec le diabète de type 1. D'accord. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de pauvreté en Thaïlande et les moyens sont pas les mêmes quand même qu'ici. Ok. Je pense que ils se gèrent un peu comme ils peuvent. Donc voilà. Mais il y a de l'insuline qui est disponible. Ok. Mais la pompe à insuline, ils connaissent pas. Il n'y a pas. D'accord. Ouais. Donc sur place, on peut pas t'aider si t'as un problème avec ta pompe, quoi. Non. Ok. Donc moi là, je suis avec une pompe de secours. D'accord. Super. Donc j'en ai une deuxième avec moi. Ok. Donc, j'ai même pas eu l'occasion, tu vois, de déballer ni rien. J'en ai pas l'utilité, mais au cas où, je sais que j'ai ça. Ok. Et après, je sais que les stylos, si jamais j'ai un problème, je repasse au stylo. Et là, les stylos insuline, tu la trouves en Thaïlande? L'insuline est disponible. Qui est la même que celle que tu as en France? Équivalente. Équivalente. Ouais. D'accord, ok. Ouais. T'as déjà dû passer à cette insuline ou pas? Non. Non. Ok, en général, t'as tes stocks. Donc en fait, tu reviens, typiquement, là, t'étais de retour pour un mois ou deux. En fait, je refais un petit peu aussi le tour, du coup, de mes amis, de mes médecins, etc. Okay. J'en profite aussi pour récupérer du matériel. Et tu parlais aussi des solutions tu disais que les cliniques là-bas étaient quand même ultra développées, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Ouais, il y a même des cliniques exprès pour les diabétiques. Ah bon? Alors, je pense que c'est plus des diabétiques de type 2. Bon, ça fait que récemment qu'on est là-bas, donc j'ai pas eu encore l'occasion de plus me renseigner. Je suis ravie que tu ne sois pas allée dans la clinique pour l'instant. Mais je sais qu'il existe vraiment, voilà. Ok. Et après, malheureusement, j'ai dû faire un petit séjour à l'hôpital pour ma fille. D'accord. Et j'ai vu, il y a l'endocrinologue, diabétologue. Ok. Donc, en fait... Et pour ta fille, ça s'était bien passé? Maman, l'hôpital, c'est aussi bien que l'hôtel. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est les piqûres, elle m'a dit. Ah ouais, donc ça montre le niveau... Ouais. Il y a un système de santé qui est très bien. Ok. Donc, après, j'avais déjà fait un peu, tu vois, déjà habituée un peu au voyage et au fait de peut-être me retrouver dans des situations un peu compliquées, tu vois, en vivant en camping-car, par exemple. Je m'étais dit avant de partir, tu vois, sur ces, par exemple, 2 dernières années, est-ce que t'es déjà repassé au stylo? Non, jamais. Est-ce que t'as déjà eu un énorme problème qui a fait que ta santé était en danger? Non. Donc, tu vois, je me suis dit, au final... c'est des peurs. Que j'habite ici ou autre part, tu vois, il m'arrivera rien de plus, rien de moins, en fait. Donc, Ok. Et pour le suivi des yeux, notamment, est-ce que tu peux le faire là-bas? Est-ce que tu le fais quand il y a plein d'ophtalmologues là-bas. Donc, si jamais il y a un jour je ressens le besoin d'y aller, je peux y aller. Tout en anglais, du coup, ils maîtrisent l'anglais. D'accord, ok. Plus interprète français, si on en a besoin. Ah ouais, ok. Et j'ai quand même gardé, du coup, mon rendez-vous à chaque fois que je reviens en France avec la chirurgienne qui m'a opérée. D'accord. De toute façon, quand il y a le lien de confiance... Ah ouais, Mais je suis très contente de la revoir. Donc, voilà. Trop bien. Ouais. Ok. Oui, donc tu as toujours ta base qui est en France et
en Thaïlande, tu sais que s'il y a besoin, il y a des backups, mais c'est ton plan B, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu as des assurances ou des choses comme ça? Ok. Du coup, quand t'es expat, t'es plus à la sécurité sociale, t'es à la CFE, donc c'est la Caisse des Français de l'étranger. D'accord. Donc qui est une alternative qui est payante. Donc tu payes tes frais médicaux. D'accord. Et en plus de ça, tu n'as plus ta mutuelle. Ok. Donc tu souscris à une assurance expatriée en fait. D'accord, ok. Donc en fait, tu payes comme si tu payais ta sécu plus ta mutuelle. D'accord, toi-même, ok. en fait. Ok. Et donc typiquement dans le cas de ta fille, comme tu avais cette assurance, tu as quand même dû repayer après derrière ou pas? Non, ou tu payes une toute petite partie. en fait. Après, ça dépend des soins et tout ça qu'on te fait. C'est ça. Mais cette assurance te couvre pour l'ensemble des choses dont tu aurais besoin, peut-être avec un complément. Ok. Est-ce que tu as différents prix ou c'est le même pour tout le monde? Alors, je sais pas si on rentre dans le sujet des assurances expat, mais ça a été très compliqué. À 10 jours de notre départ de France, on m'annonce que je ne peux pas souscrire à mon assurance. Parce que tu es diabétique? Tout à fait. C'est bon, elle rend les... elle veut plus. Mais encore de la discrimination, voilà. Donc, en fait, j'avais souscrit un contrat pour mes 2 enfants et mon compagnon. Elle me rappelle en me disant, vos 2 enfants et votre compagnon ont votre assurance. Vous n'avez pas pu être dans le dossier. À 10 jours de partir. Alors que j'avais plein d'autres choses à gérer, tu vois. Ouais, c'est un peu la priorité, tu vois. Plus les vaccins de ton chien, plus tes vaccins à toi, plus tes enfants, plus les valises, plus on rendait notre appartement. Donc, on a tout vidé. Me dis pas ça et maintenant. À 10 jours, elle me dit... La secrétaire. Donc, en fait, j'étais la seule à ne pas avoir d'assurance. C'est marrant, hein, les gens ont plus dans le besoin. Ben, ok. Et donc, comment on fait? Parce que du coup, je suis diabétique de type 1. Et en fait, ce qui est un peu contradictoire, c'est que du coup, l'assurance expat remplace la mutuelle. Donc, elle ne couvre pas tout ce qui est lié au diabète. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez pas m'assurer? Je pense que c'est des raisons pour si jamais tu as beaucoup de complications ou quoi, que tu dois beaucoup aller chez le médecin. Les frais sont plus gros pour eux, donc peut-être un peu plus dur à gérer. Mais j'ai du coup encore merci les réseaux sociaux. J'ai trouvé une autre assurance qui a bien voulu m'assurer. Ok. Autre que la CFE là, c'est ça ou... C'est en complément du coup. Ah oui, la complément, d'accord. Donc là c'est le complément que tu cherchais. Ouais. Ok. Donc je paye un petit peu plus cher pour avoir le droit à mon assurance. Est-ce que tu peux nous dire le delta ou genre combien c'est de plus cher par rapport à... Non, je sais plus. Tu dois avoir une 50aine d'euros par mois peut-être en plus. Ouais. Ça marche. Ouais. Ok, bah dis donc, c'est... Mais en fait, c'était même pas le fait qu'on me refuse, c'était plus, tu vois, t'es stressé, on te dit 10 jours à l'avance alors que t'as monté tout ton dossier et que t'as bien dit que... Dès le départ. T'es DT1 en fait dès le début et en fait, secret professionnel, entre guillemets, elle ne peut pas te refuser avant que tu aies envoyé ton dossier. Et t'as réussi à trouver une autre assurance, enfin le complément... avant de partir grâce aux réseaux sociaux et à souscrire. Mais c'est pas la première fois que j'entends justement ce problème, comme quoi même quand tu pars quelques mois, etc. ou quelques semaines. Oui, c'est pas spécifique aux expats là ce que t'as. C'est vraiment pour le voyage en intégralité, le complément dont tu parles ou pas? Bah oui, tu peux aussi souscrire si tu fais des petits voyages. D'accord, ok. Donc c'est bien si on part en sac à dos à l'autre bout du monde, il faut aussi souscrire à ça. Mais pas la Caisse des Français à l'étranger. Ça c'est c'est expat. J'essaye de résumer parce que comme j'ai jamais, je connais pas du tout. Non, l'assurance, en fait, si tu pars par exemple un mois, je dis n'importe quoi, en Bolivie ou au Pérou, tu vois. Que t'as envie d'être assuré parce que si jamais il t'arrive quelque chose là-bas, en gros tu souscris à cette assurance. D'accord, ok. Donc les deux vont de pair. Quand t'es expat, t'as les deux. Quand tu voyages seul, en sac à dos ou quoi, tu prends parce que tu gardes ta carte vitale, t'es toujours à la sécurité sociale, mais en plus t'as une assurance. Est-ce que tu peux donner le nom de cette assurance du coup ou pas? De celle que j'ai actuellement, SPV du coup. SPV. Ok. Bah ouais, parce que je me dis on va peut-être éviter de donner au cerveau à plein de diabétiques qui voyagent et qui veulent trouver une assurance qui prenne le diabète en charge. Mais moi je la partage vraiment sans aucun tabou. On
m'a déjà posé complètement. plein de fois la question. Ils devraient nous sponsoriser. Ouais. Et SPV, vous êtes où? Et du coup, ils prennent quoi en charge de différence? Et que si ta pompe elle pète, ils t'en rachètent une ou c'est quoi le... Bah non, parce qu'ils ne prennent pas les maladies antérieures. Donc en gros, Ah. ils vont pas t'assurer de toute façon sur tout ce qui touche à ton diabète. D'accord. C'est plus Si tout ce t'arrives qui à un est truc, à ce sera côté. après. C'est comme la mutuelle en France, en fait. D'accord, ok. Ok, très Donc, bien. Bah, c'est bon à savoir, franchement. Voilà. Merci. Et alors, du coup, quand on va en Thaïlande, on a des sacrés a priori. Moi, mon premier, et toi qui as vécu là-bas, du coup, Ouais. déjà presque 6 mois déjà, c'est ça? Ouais. En Thaïlande, il fait chaud et humide. Ouais. Est-ce qu'on ne fait pas que perdre ses capteurs? Non. Même si j'ai un petit capteur protect, mais... C'est drôle parce que, pareil, je sais pas, une semaine de quitter la France, j'étais là, oh, j'ai pas trouvé de patch, comment je vais faire? C'est la catastrophe, il faut absolument que j'en trouve. Mais ouais. J'ai fait toutes les pharmacies, on trouve souvent les ronds pour Ouais. les Cristal et peu pour les Dexcom. Ok. J'en avais pas trouvé, j'avais plus le temps d'en commander. Ok, donc t'es partie. Donc je suis partie sans rien, je me suis dit bon allez, on Je vais verra. mettre du scotch. Voilà, on verra, je trouverai forcément une solution. Bon, ça m'est déjà arrivé de mettre des scotch et Oh tout oui, ça, non, mais même parfois en France tu te et tout. retrouves dans des... Et au final, ça se décolle pas beaucoup plus que Ouais. en France. Ok. Après, je dis pas, ça dépend. Si tu passes ta journée à la piscine, peut-être que tu vois, ça va plus se décoller. Mais moi Ok. qui fais quand même énormément de sport, qui marche beaucoup en extérieur et tout ça, Ok. j'arrive à les garder jusqu'à ce que Ok. ils soient finis en fait. Trop bien. Ouais. Au niveau de la gestion de l'alimentation, Ouais. parce qu'en Asie, il y a beaucoup... Alors, je sais que ça peut être un peu une hantise de manger asiatique, tu vois, parce que c'est très sucré. Le riz blanc bien cuit, le riz gluant, les sauces soja sucrées, les trucs frits. Après, je connais pas les spécificités de la Thaïlande, mais comment tu t'es adapté à ça? Et est-ce que, comment s'est passée cette adaptation à une nourriture qui n'est pas la même qu'en France, du coup? Ouais. Bah déjà, il y a le fait aussi que à la maison, on cuisine aussi un peu comme quand on était ici, en fait. Ok. Donc, c'est un peu 50-50. Ok. Et puis, je pense que c'est pareil, c'est juste de l'adaptation, en fait. Ok. T'essayes une fois, ça marche pas. Tu réessayes une deuxième fois, ça marche moyennement. Tu réessayes une troisième fois, ça marche. Ouais. Savoir aussi te connaître un peu. T'as eu des loupés, toi, au départ Bah ouais, il y a des fois où tu te rends compte que dans le plat que t'as mangé, au final, il y avait plus de sucre que ce que tu pensais. Mais en fait, à force, peu importe où tu vas aller, tu vas manger à peu près toujours la même chose, tu vois. Ouais. C'est Ok. comme en France, quand tu manges une pizza ou je sais oui, pas, tu oui. sais à peu près, même C'est si ça. c'est pas la même pizza, tu sais à peu près ce qu'il y a dedans, tu vois. C'est ça, ok. Donc là-bas, c'est pareil, en fait. Ok. Les doses sont un peu adaptées. Ok. Forcément, j'ai retouché un peu au réglage de ma pompe. T'as augmenté un petit peu, du coup? J'avais ou... augmenté un peu et ensuite j'ai rebaissé parce que vu que je fais beaucoup de sport, Et ouais. au final, ça compense. Ok. Je marche quand même aussi pas mal en extérieur et il fait très chaud. Ah ben voilà. Donc, du coup, au début, à chaque fois que je faisais 5 minutes de marche dehors, j'étais en hypoglycémie et je me disais... J'aurais dû le manger, en fait, mon plat de riz avant. C'est peut-être pour ça que les plats sont si riches. Ils sont adaptés à l'environnement, C'est ça. qui est hyper énergivore, et que finalement, un plat allez, je prends le cliché, un riz gluant en Thaïlande, tu vas l'absorber beaucoup plus vite parce que le climat et tout ça, alors qu'un plat de riz blanc en France, et si tu restes derrière ton bureau toute l'après-midi, Bah ouais, c'est ça. Forcément. C'est que si tu marches sous, je dis des conneries, 38 degrés... bah oui, tu vas vite éliminer ton plat. Je pense que le corps, il s'habitue aussi à l'endroit où t'es. C'est ça. Et à l'énergie qu'il a besoin. Tout à fait. Et puis, en Thaïlande, il n'y a pas trop de tout ce qui est très sucré en dessert. D'accord. Souvent, en fait, tu manges ton plat et puis c'est bon, t'as terminé de manger. Donc, du coup, au final, on va pas tous les 4 matins acheter un croissant à la boulangerie qui est blindé de gras, de lipides, tu vois. C'est vrai. Qui peut aussi avoir un impact. Du coup, c'est vraiment c'est quand t'as un gros plat où tu fais attention. Tu m'as dit, quand on s'est appelé, je suis mieux équilibrée en Thaïlande qu'en France. Ouais. T'as vraiment cette impression-là? Ah, quand je suis revenue en France, là, c'était compliqué. Ah ouais? Ouais. Après, c'est aussi le changement de la routine. Eh oui. Eh oui. En fait, pour moi, c'est si t'as une bonne routine, peu importe où tu es, ça va fonctionner. Ok.
Que tu sois en camping-car à l'autre bout du monde, dans une maison, que tu habites dans une hutte. Mais routine, ça veut dire manger, faire son sport. Ouais, Qu'est-ce c'est que tu bien entends par routine? manger, savoir un minimum comment est ton corps, donc quels glucides tu vas ingérer. Est-ce que tu t'imposes un contrôle de ça? Là, maintenant que j'ai la pompe, je compte quand même un peu les glucides. Okay. Parce que je sais qu'elle est intelligente et que si je lui donne les bonnes infos, ça va marcher. C'est ça. Ce que je faisais pas du tout avec les stylos. Donc, Ok. et j'essaye maintenant vraiment, genre mes assiettes quand je suis à la maison, de faire protéines, légumes du coup, et après les féculents. Ok. Donc de nourrir ton corps. Et c'est aussi une bonne hygiène de vie, je trouve que voilà, qui est. Si elle te convient. Qui est bien à avoir, donc. Complètement. Ouais. Tant que tu te fais plaisir et que ça. tu manges des choses qui te font plaisir. C'est ça. Est-ce que tu vois, il y a des resucrages peut-être un peu atypiques là-bas, des jus de, j'ai des conneries, hein, des jus de je sais pas quoi, tu vois, est-ce que parce que t'as tes Dextrose Énergie, mais des fois des petites alternatives de ah bah tiens, au supermarché il y a pas de sucre, mais il y a plutôt ça. Nous on boit par exemple beaucoup de jus d'orange et du multifruit, mais eux c'est peut-être un autre jus, tu vois. Bah après là-bas en termes de jus on a le choix. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, faut pas se faire avoir si c'est une eau de coco et qu'il y a rien dedans, moi, tu vois. Moi, ce que j'adore là-bas, c'est qu'on n'a pas en France, c'est que t'as plein de petits vendeurs ambulants. Ah. Et j'adore acheter mon fruit frais. Trop bien. Donc, tu vois, j'adore les fruits du dragon ou la papaye ou des choses comme ça. Tu dis ce que tu veux et la personne te coupe, te met un petit pic et te le sert dans un sac. Trop sympa. Donc, tu vois, si jamais t'as besoin de te resucrer, bah hop, t'achètes un petit truc au coin de la rue. Et puis, c'est rapide, quoi, c'est disponible. C'est vrai que le fruit du dragon, je n'avais aucune idée du sucre qu'il y a là-dedans, tu vois. Je sais pas si c'est fort sucré ou quoi. Non, pas beaucoup, tu vois. Donc, justement, tu peux en manger, tu peux te manger ton petit sac et puis c'est bon, quoi. Ok. Bah, tu vois, moi, je voyage pas mal, mais je reste beaucoup en Europe. J'ai peur d'aller au-delà. Je suis allée au Maghreb et tout ça, mais je suis jamais partie bien loin parce qu'effectivement, je pense que j'ai le truc diabète. Et je me demandais, déjà t'écouter, ça rassure, ça fait du bien, tu vois. Et je me disais, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se met des freins à l'idée de partir à l'autre bout du monde, notamment à cause du diabète. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même toutes ces pensées qui arrivent tout de suite, du climat, l'adaptation au climat, l'adaptation au corps, le matos et tout ça. Ça demande quand même une phase d'adaptation qui te demande de réfléchir beaucoup en amont, d'organiser, et parfois de combattre pas mal de peurs. Et sur le moment où tu arrives en Thaïlande, de t'adapter. Et parfois, ça peut coûter cette adaptation-là aussi, tu vois. Donc, je me dis, quel conseil tu donnerais pour oser franchir ce pas-là et se faire plaisir et voyager dans des pays dont on rêve depuis bien longtemps? Je dirais peut-être qu'au lieu de vous faire peur, entre guillemets, dès le début, peut-être faire quelque chose de plus facile pour commencer. Donc, un petit voyage ou quelque chose. Vous testez un peu, entre guillemets, c'est ça. pour savoir si vous êtes capable aussi. Parce que on n'est pas tous aussi pareils. C'est vrai. Il y a des personnes qui vont avoir moins de facilité à s'adapter. C'est vrai. Ou plus de facilité. Donc peut-être tester un petit peu plutôt que de vous rétamer tout de suite et d'être traumatisé dès le début. C'est clair. C'est vrai que si t'as jamais pris l'avion et de faire des petites choses petit par petit. Et puis quand vous sentez que vous êtes prêt de le faire. Vous n'allez pas monter le mont Everest demain. Non. Mais par contre, faire une randonnée de 5 km accompagnée de quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez. Bien sûr. Donc, voilà. Commencez par des petites choses et puis gagner en maturité. C'est ça. Et puis après, essayer de faire des choses plus grandes. Et puis, puis au pire, je me dis toujours, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, on n'a aucun regret de ne pas avoir essayé. C'est sûr. Complètement. Tu penses que la Emeline qui faisait plus ses piqûres aurait cru qu'elle habiterait... Enfin, si tu lui avais dit que tu habitais en Thaïlande, est-ce que tu penses qu'elle l'aurait cru? Vraiment, quand j'étais dans cette période? Non. Tu voulais plus... Ouais, non. Parce que je me disais, mais comment... j'arrive déjà pas à gérer ici, comment je gère autre part, tu vois. Donc,
On revient sur le processus, hein. Je pense que c'est hyper important et souvent j'ai beaucoup de parents qui disent il ou elle veut plus se piquer, ma fille, mon fils veut plus se piquer, machin. En fait, allez-y par étapes, quoi. C'est que si ça prend du temps et on intègre plus ou moins des éléments plus ou moins rapidement et à chacun son process. Maintenant, il faut quand même se laisser en sécurité, quoi. Mais en tout cas, c'est très beau de voir tout ton cheminement. Et de voir aussi que dans ton parcours, c'est pas forcément les professionnels de santé qui t'ont aidé, mais c'est des rencontres personnelles. Et ça, je pense que c'est aussi important de le dire, et c'est Anaïs qui le disait dans son épisode sur le TCA, que si on sent qu'on va pas bien, il faut en parler à quelqu'un, et à quelqu'un à qui on a confiance. Et ça peut juste être ta meilleure pote, ton meilleur pote, ton mari, ta femme, quelqu'un de confiance pour s'en sortir. Et toi, avec ton compagnon, vous êtes tous les deux emmenés vers le haut, quoi. Enfin, vous êtes tous les deux élevés. Donc, c'est aussi important de rappeler ça. C'est ça. Donc, puis, on a tellement de nouvelles choses maintenant qui sont disponibles. Ne pas hésiter à aller chercher les infos, à piocher les infos. C'est ça. Pas toujours que ce qu'on nous dit à la sortie d'un hôpital. Franchement, les réseaux sociaux, c'est du positif et du négatif. Bien sûr, mais il faut aller chercher. C'est ça. Maintenant, il y a des interviews géniales qui existent. Rien que le fait d'entendre d'autres personnes en parler, des fois, ça débloque aussi des peurs, des a priori. De fou. Plus t'es informé, moins t'as peur. Tu vois, c'est que on nous balance tellement des mots qui font peur, mais en fait, quand tu creuses, exemple les yeux, tu expliques. Tu dis ok, très bien. Si ça, alors ça. je sais agir en conséquence parce que j'en ai déjà entendu parler. Et tu te prends pas dans la figure tout un nouveau monde, des nouveaux mots, des nouveaux trucs à faire, machin. Quand t'as déjà entendu parler un peu de l'histoire, c'est plus facile. Donc, mais les infos sont pas toujours évidentes à trouver. Non. C'est ça le problème. Non, ça manque de concret. Donc merci de nous en avoir donné plein, à la fois sur tout ton parcours en presque 30 ans de diabète, sur ta vie d'expat. J'espère que je n'ai pas oublié de questions. Mais toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à ta vie en Thaïlande, sur l'adaptation à cette vie-là, avec le diabète, les enfants, tes enfants vont à l'école française, tu vois, est-ce qu'il y a d'autres choses de cette vie en Thaïlande qui ont été marquantes? Pas forcément, juste l'envie de réaliser des rêves, quoi. C'est beau. Franchement, et puis oui, c'est cette envie de vivre et d'essayer, même si on rate. Ok. Pour moi, c'est super important. Trop bien. Merci pour l'inspiration. Avec plaisir. Eh ben, écoute, on a bien discuté. Du coup, on arrive déjà aux questions de fin. Déjà. Eh oui, déjà. Déjà, t'as vu, c'est passé vite, hein, finalement. Bon, après, on commence à avoir faim. Hein. Ça fait 1h30 qu'on discute. Du coup, sur les petites questions de fin, j'aime bien demander s'il y a une ressource qui t'a vraiment aidé dans ton diabète. Qui m'aide, c'est d'en parler avec les autres. Okay. Moi, c'est vraiment échanger sur le sujet. C'est un peu tout ce que je fais depuis toujours, en fait, avec les réseaux sociaux. C'est ça. Que ce soit par rapport au diabète de type 1 ou autre chose, en fait. Et c'est vrai que depuis que j'ai mon deuxième compte où, justement, je parle beaucoup et moi aussi, j'arrive à piocher aussi des infos. Et oui. Je pense que c'est ça qui... Extérioriser, quoi, en fait. Ne pas garder pour toi. Mais d'ailleurs, c'est dans ton compte principal, on peut voir un peu ton processus de mieux vivre avec un diabète parce qu'il apparaît de plus en plus sur ton feed. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai que je partage. Tu vois quelques photos d'un capteur, de choses, alors qu'avant, il n'y avait rien du tout. Et encore, je trouve qu'on ne voit pas assez. Des fois, je me dis, on ne voit pas assez. Je crois que tu as une photo où tu es enceinte avec le capteur, où il y avait une très belle photo comme ça qui m'avait c'est possible, interpellée. Et je me suis dit, tiens, c'est fou parce qu'on ne le voyait pas trop avant son diabète, mais je trouvais que tu l'incorporais de plus en plus. J'ai fait des photos, je crois, nues, du coup, on ne voit rien, que c'est caché, mais où j'ai le capteur, je crois. C'est celle-là plutôt. Ça, du coup. C'est ça. Et donc ça, c'est un bel exemple de... tu partages plus sur les réseaux sur ça. Et maintenant, tu as même un compte dédié. Mais tu n'allais pas faire ce compte dédié il y a 5 ans, tu vois. Et donc, c'est toute une question d'étapes et tout ça. Mais je suis d'accord, les réseaux, ça a été mon coming out diabétique. Et, ça m'a vraiment aidée. C'est incroyable. Voilà. Mais il y a des dark sides. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi prendre les choses qui sont bien ou quand ça nous parle pas, dire ça me parle pas. On unfollow tous les gens qui nous font
nous sentir mal. Ouais, et c'est moi ça. y compris. Si, Oui, voilà. Non, mais tu vois, on convient ou pas aux gens. Est-ce qu'il y a une personne diabétique de type 1 dont tu aimerais connaître davantage l'histoire? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, pour tout avouer, depuis que tu fais justement cette interview, moi, je rêvais de voir quelqu'un qui voyage, soit véhicule aménagé ou quelque chose comme ça, et tu l'as fait tout récemment. Ouais. Donc, du coup, c'est justement ce que je te disais, cet épisode, il était incroyable pour moi. Avec Moi, je l'ai Pierre, adoré. Ouais, trop bien. Il était vraiment trop bien et je me suis reconnue dans pas mal de choses qu'il disait. Ouais, trop cool. Donc, on embrasse Pierre, du coup. Ouais, franchement, c'était... Du coup, non, je vois pas d'autres personnes. Je trouve que ça fait un peu... Chaque profil est différent. Ouais, c'est clair. Et tout, donc, clair. Complètement. Ouais. Peut-être un conseil qu'on doit garder en tête, c'est qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui en a ras-le-bol de son diabète et qui est vraiment aussi mentalement au fond du sac à cause de son diabète? Alors après, c'est peut-être un peu compliqué, mais moi, j'essaierais de lui faire vivre un truc qu'il a toujours rêvé de faire et qui s'est toujours empêché de faire parce que, justement, il est diabétique. Magnifique. Donc, ça peut être un truc super facile à faire ou comme un truc extraordinaire, tu vois. Ok. Réalisons des rêves. Ouais. Nouveau concept YouTube. Non, mais un truc, tu sais, qu'il s'est toujours dit, mais des fois, ça peut être un truc bateau, tu vois. C'est comme quand tu dis, j'ose pas aller dans tel pays parce que j'ai peur, justement. Faire de la plongée, tu vois. sauter en parachute. On a toujours l'impression que ça va partir en couille rapidement. Pour lui donner l'envie, tu vois, et débloquer un truc. Raviver un peu la flamme de la vie. Bah ouais, tu vois, dire, bah tu vois, c'est possible de faire ça. Grave. Alors, vas-y, continue. C'est ça. J'avoue, j'adore. Trop bien. Eh ben, écoute, parfait, tu as répondu à toutes mes questions. Du coup, je vais avoir besoin de la petite signature de star. Je demande à tous les invités, du coup, de signer un pod. Ok. Comme ça, écoute, je garde un souvenir de notre belle interview. Trop bien. Du coup, voilà. Hop. Trop chouette. Magnifique, Allez, il est trop beau. Voilà. J'adore. Il y aurait plus de place, j'aurais écrit crois en tes rêves ou un truc un peu, tu vois. Mais parfois, il y a beaucoup de jeunes qui disent j'ai pas de rêve, je sais pas trop, etc. Mais juste être avec des potes aussi, faire juste kiffer la vie. Quoi. Ouais. J'en ai fini avec mes milliards de questions. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, de nous avoir raconté tout ton processus. Je trouve que ce qui ressort de ton interview, c'est vraiment d'un passage de déni assez dur à je reprends l'image du papillon qui s'envole jusqu'en Thaïlande quoi. Donc et encore à mon avis tu vas peut-être pas t'arrêter à la Thaïlande. Je sais pas, peut-être qu'on se revoit dans quelques années, il y aura d'autres choses à raconter. Peut-être. Peut-être que ça fera comme ça encore, on sait pas. Bien sûr, on a le droit de rentrer, de se poser et puis voilà, voilà. C'est ça. Du coup on te suit sur tes comptes, les 2 comptes. Du coup, mes 2 comptes Instagram, mon compte principal et mon compte dédié justement au diabète de type 1, au sport, à la motivation. Ok. Good vibe. Okay. Des bons conseils aussi. Ok. Et également sur ma chaîne YouTube. Ok. Pas régulièrement, mais de temps en temps, il y a des petits vlogs. Oui. Il y a d'ailleurs eu un épisode sur diabète de type 1 où on voyait faire comme ça avec ma glycémie. Ok, très bien. Donc voilà, ma chaîne YouTube. Et puis sinon, pas hésiter à m'envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir. Pour échanger. Un petit message pour me dire que vous avez aimé l'épisode, que ce soit à Emeline ou à moi. Vraiment, n'hésitez pas. C'est une belle forme de reconnaissance pour ce travail d'enregistrement. Merci Emeline. Mais merci à toi. On n'a plus qu'à dire au revoir à la caméra. Déjà. Au revoir. Elle retourne en Thaïlande, elle nous laisse.